Donc je conclue que glaucome par par les traitements chirurgicaux. Et donc il faut rappeler bien entendu que c'est la première cause de cécité irréversible et comme le traitement médical est le plus souvent prescrit avec une inefficacité parfois rencontrée pour différentes raisons, soit parce que la pression intraoculaire de base est élevée, hein, quand vous avez des patients supérieurs à 30-35, c'est pas si facile que ça de les équilibrer avec des traitements qui ne font baisser la pression que de 30 à 40%, les inobservances, les intolérances, très important, puisque là on a vu que l'industrie pharmaceutique a beaucoup d'idées pour essayer d'améliorer l'apport du médicament sur le site, mais ce qui est très important pour le patient, c'est bien entendu la tolérance. Les traitements physiques sont positionnés assez rapidement avec la trabécioplastie, puisqu'on a une baisse en moyenne de 30% de baisse de PIO. Et après, on a recours, quand le traitement médical et les traitements physiques topiques sont insuffisants, on a recours aux anesthésies loco-régionales ou anesthésie générale pour soit les techniques physiques, soit les chirurgies filtrantes, comme on va le dire très rapidement. Donc, on est passé en 1990, l'objectif, la pression, on voulait baisser la pression à partir du moment où on faisait une chirurgie ou un traitement médical en dessous de 21 mm de mercure. En 2000, après l'étude AGIS, qui était des glaucomes déjà bien avancés, puisqu'on avait une baisse en décibels de 16 décibels au moins, avec une trabéculectomie et une trabécuoplastie, il fallait atteindre en dessous de 15 mm de mercure, bien entendu, sans tenir compte de l'épaisseur de la cornée. Et le rapport de SFO en 2014 prône que pour un glaucome débutant inférieur à 6 dB, on va être à 18 mm, il faut baisser la pression en dessous de 18 mm de mercure. Pour un glaucome modéré, en dessous de 12 décibels, 15 mm de mercure, et un glaucome avancé, 12 mm de mercure. Donc on voit bien, ça se trouve, dans 5 ans, on dira qu'il faut baisser en dessous de 10 mm de mercure. Et bien entendu, les seules possibilités, à partir du moment où le traitement médical et la trabécuoplastie n'a pas été suffisante, c'est de recourir à d'autres traitements. Donc ces traitements, on les positionne habituellement sur les glaucomes réfractaires, et par glaucome réfractaire, on entend glaucome non contrôlé sous traitement maximal, médical, toléré, déjà opéré au moins une fois de chirurgie filtrante. Donc on a le laser diode classique, on utilise à Montpellier depuis longtemps. Les ultrasons authenticité focalisée développés en France par un laboratoire français avec TechCare, avec des ophtalmologistes spécialistes du glaucome français. Le laser diode micropulsé depuis 2-3 ans maintenant. Et bien entendu toujours la chirurgie filtrante avec ou sans tube, avec ou sans micro-tube, puisque c'est également d'actualité. Alors une étude, je trouvais intéressante, l'a publiée par l'équipe de Saint-Joseph avec le docteur Lashkar, où il y avait 99 glaucomes réfractaires. Ils ont traité 29 patients par diode, 70 par ultrason. Et leurs critères, donc ils avaient déjà été opérés au moins une fois de chirurgie filtrante. Et la pression intraoculaire de départ était au moins supérieure à 16 mm de mercure. On peut observer que dans leur traitement, dans leur groupe diode, c'était 34 mm de mercure plus ou moins 11, et dans le groupe ultrason, 23 plus ou moins 7. Le suivi était un peu différent dans les deux groupes, mais ce n'était pas l'essentiel. Comme on connaît les deux techniques, c'était pas, mais on avait tout de même 3 mois pour le diode, 6 mois pour les ultrasons. Le succès était basé sur au moins 20% de baisse, et on avait 52% pour le diode, 25% pour les ultrasons. Et perte, par contre, d'acuité visuelle de moins de lignes, 31% pour le diode et 17% pour les ultrasons. Et pour les hypotonies, qui est la complication la plus sévère, puisqu'on a décrit des phtises après diode, donc on est à 4 dans le groupe diode, où il y avait tout de même seulement 29 patients traités, et aucun dans le traitement dans le groupe ultrason. Donc j'ai emprunté cette diapositive au docteur Yosun Han, qui a soutenu sa thèse il y a très peu de temps. Donc c'est un groupe de 100 patients que j'ai traités au CHU de Montpellier. Et donc entre septembre 2015 et mai 2017, donc c'était des glaucomes réfractaires dans 36% des cas. Et on avait mis 64% de naïfs, puisque l'AMM avait été obtenue pour le traitement par ultrason des glaucomes naïfs depuis peu. Et donc c'est pour ça qu'on a traité également des patients naïfs. Donc on avait 56% de glaucome primitif à angle ouvert, les autres c'était des traumatiques, uveites, etc. L'âge moyen c'était 69 ans plus ou moins 14, nombre total de traitements hypotonisants 3,8, plus ou moins 1, et on a eu 3 perdus de vue, soit on a étudié 97 sujets.
Hop. Donc le traitement, c'est la sonde. Le problème de ces traitements physiques, pourquoi on a besoin d'une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale renforcée, c'est qu'ils sont très douloureux lors de l'application de la technique, et le post-opératoire est également, en général, la première heure est également très douloureuse. Les critères de jugement, c'était la baisse de PIO d'au moins 20% ou supérieur à 5 mm de mercure. Et on disait que le succès chirurgical était complet quand on avait obtenu moins de 20 mm de mercure. PIO moyenne et les complications, bien évidemment. Et on a étudié les facteurs de risque qui amenaient à ces complications. Parce qu'en effet, quand on a utilisé, on a voulu développer cette technique à Montpellier, c'était fort de l'expérience du diode, mais c'est aussi de ce qu'on avait lu dans la littérature qui nous paraissait très intéressant et qui nous paraissait être une opportunité thérapeutique à mettre en place. Donc le succès chirurgical a été à peu près de 60%, complet inférieur à 50%, mais proche. La baisse de PIO à 6 mois était de près de 30% et 23% au dernier suivi. La PIO moyenne, donc on est parti en pré-op de 28 plus ou moins 5 et en post-op on est arrivé à 19 plus ou moins 7 avec 21 mm de mercure plus ou moins 8 lors du dernier suivi. Et par contre, le seul point, un des points très importants tout de même qu'il faut noter, c'est l'arrêt du Diamox pour un nombre significatif de patients. Par contre, on a eu 23 cas d'œdème maculaire identifiés, ce qui est énorme, bien évidemment, ce qui nous a conduit à abandonner la technique pour l'instant, puisque dès qu'on a vu, donc c'était une étude rétrospective, mais quand on a vu ces cas, on l'a bien entendu signaler aux fabricants, et on les a analysés de façon un peu au fil de l'eau. Et donc on avait 4 cas associés à une hypotonie, une VCR ischémique, un néovaisseau, un œdème maculaire diabétique et une malformation exsudative connue. Et on avait donc 15 cas d'œdème maculaire post-opératoire en dehors d'une pathologie maculaire préexistante, ce qui était bien entendu, et là, bon, on vous montre les cas, hein, ils étaient avérés, pas de problème, bien entendu parce qu'on avait fait des OCT maculaires pré-op et post-op, ce qui n'était pas très compliqué à faire. L'acuité visuelle moyenne, donc on a également une baisse d'acuité visuelle chez un nombre significatif de patients, puisqu'on perd au moins 2 lignes dans 22% des cas, et supérieur à 4 lignes dans 15% des cas, principalement sur l'œdème maculaire bien évidemment, mais il y a aussi des cas liés à l'astigmatisme. Et de façon, là c'était un des éléments, c'est un des objectifs de notre thématique de recherche clinique, c'est identifier les facteurs de risque et identifier également la tolérance des traitements. Et donc ce qu'on a pu identifier, c'est que finalement, les patients qui avaient une membrane épirétinienne faisaient plus d'œdème maculaire, ceux qui avaient des antécédents d'écollement de rétine également, et ceux qui avaient des antécédents d'uvéite également. Donc c'est bien entendu, comme c'est une technique récente, il faut se focaliser sur une population qui n'a pas ces pathologies pour pouvoir les traiter, un peu comme on traite par analogue de prostaglandine les patients qui a priori n'ont pas d'antécédents d'uvéite ni d'œdème maculaire. Donc on sait que si on traite par analogue de prostaglandine ces patients, pour baisser la pression, il y a plus de risques de voir survenir ces complications. Les facteurs de risque d'hypotonie ou de décollement choroïdien, c'est le diabète et la trabéculectomie dans les antécédents. Bien entendu, il y avait des glaucomes réfractaires, donc par définition, ils avaient déjà été opérés de chirurgie filtrante. Donc, on est dans la littérature, le succès était à peu près proche de ce qu'avaient publié d'ailleurs les équipes françaises avec le professeur Denis et le professeur Aptel. Et par contre, le taux de complication était beaucoup plus important dans notre groupe, puisqu'on avait 15% d'œdèmes post-chirurgicaux versus 1 à 3% dans la littérature, l'hypotonie 8% versus 0,4 à 1%, et un cas de décollement de rétine exsudatif. Alors une des raisons, c'est peut-être qu'on avait plus de patients dans notre série, et également qu'on était peut-être un peu plus précis, notamment puisqu'on faisait des OCT maculaires systématiques. Et également, on n'était pas uniquement focalisé sur les glaucomes primitifs en angle ouvert. Donc en pratique, on a déclaré les complications. Il y a eu également un décollement de rétine opéré par le docteur Plat. Alors ce décollement de rétine, ça vaut le coup de le détailler. C'est un patient qui est arrivé il y a une dizaine d'années dans le service, en urgence. Il avait d'un côté 60, de l'autre 55 mm de mercure.
Donc, on va dire, bon, il avait à côté de ça 25 de systolique et 12 de diastolique. Donc, on a d'abord on a mis le traitement hypotonisant, mais on a d'abord géré la tension artérielle avec nos collègues internistes et cardiologues. Et donc, 10 ans après, ce patient a été opéré 2 fois de chirurgie filtrante, a eu un ultrason, a fait une hypotonie majeure, une hypertonie après l'hypotonie majeure, puisqu'il est remonté à 40, et un décollement rétinien dans les post-op. Bon, et actuellement, il est à 4 dixièmes P2 et une pression maintenue à 14 à plus à 1 an et demi de la technique par ultrason. L'autre œil est considéré comme étant perdu. Donc c'est tout de même des patients qui ont un profil un peu particulier. Et donc oui, on a signalé, actuellement on a arrêté cette technique et on s'est déplacé sur le laser diode micropulsé puisqu'on n'a pas de complications avec cette technique. Donc la chirurgie filtrante, alors j'ai pas tout détaillé, toutes les nouvelles techniques, tous les nouveaux implants, mais par contre je trouvais intéressant de reprendre cette série publiée en 2012 avec un premier jet en 2005 pour la méthode. Donc c'est des glaucomes réfractaires avec une pression comprise entre 18 mm de mercure et 40. On leur mettait soit une valve, soit on leur faisait trabécuectomie mitomycine 0,4 mg, 4 minutes. 212 patients traités de 1999 à 2004 sur 17 équipes aux États-Unis. Moyenne d'âge 71 ans, pression moyenne 25 mm plus ou moins 5. Et donc les complications sont intéressantes à relever. Donc les complications précoces, c'est 21% sur la chirurgie filtrante versus 39% sur les valves. Tardives, 34% et 36%, pas significatif. Reprise, le 22% et 18% non significatif entre les deux groupes. Complications sévères, 22% et 20%. Et la perte de moins de ligne pour 14% des sujets dans le groupe traité par chirurgie filtrante et 12% dans le groupe traité par valve. Et un des points d'intérêt, c'est qu'en pharmacologie, quand un effet indésirable survient dans plus de 10% des cas, on dit que c'est très fréquent. En chirurgie, on n'a pas d'adjectif qualificatif, mais je pense qu'il faut avoir en tête que quand on opère ce type de patient, là c'était un suivi à 5 ans, et quand on a une perte de moins de lignes à 5 ans, il faut dire qu'attention, le risque c'est supérieur à 10%. Bien entendu, il faut baisser la pression, mais attention, quel risque fait-on courir au patient, que ce soit en termes de complications précoces et de reprises chirurgicales, puisqu'il y a eu un nombre important de reprises chirurgicales, ou de complications tardives, puisque beaucoup de ces patients ont été opérés de chirurgie de cataracte, puisque la chirurgie filtrante est cataractogène. Et nous avions confié un patient pour valve à un de nos confrères qui n'était pas à Montpellier, et pour la petite histoire, c'est tout de même fini en endophthalmie et cellulite orbitaire. Donc c'est vrai que sur les valves, je suis assez réticent. Mais quand on compare les pratiques en France et aux États-Unis, on s'aperçoit que manifestement, ils sont beaucoup plus pro-valve que nous ne le sommes en France. En conclusion, ça reste la première cause de cécité irréversible, le glaucome. Les progrès sont insuffisants par traitements médicaux pour certains de nos malades qui vont devenir aveugles. Donc c'est vrai que la chirurgie la chirurgie a sa place. Ce qui est important, c'est de préciser le terrain, le type de glaucome. Bien entendu, le rappel sur la gonioscopie est indispensable puisque ça nous offre des traitements adaptés. La définition de la pression intraoculaire cible et de la progression, puisque je vous rappelle qu'actuellement la progression, le critère, tout de même le gold standard, ça reste le champ visuel, même si les explorations morphologiques ont un intérêt dans ce domaine. Toujours peser la balance bénéfice-risque et bien entendu en discuter de façon la plus exhaustive possible avec le sujet, le malade, parce que bien entendu la prise de risque est certaine à partir du moment où on utilise certaines techniques. Et c'est pour ça que le laser diode micropulsé, à l'heure actuelle, il est bien entendu moins efficace, puisqu'on fait courir moins de risques, moins efficace en termes de baisse de pression. Mais quand on opère ces patients et qu'on leur fait une anesthésie générale, on peut leur dire attention, il n'y aura pas de baisse de vision, il n'y aura pas d'œdème maculaire. Et donc ça, je pense que c'est tout de même intéressant d'avoir une technique sécurisée qui doit être mieux positionnée par rapport au type de patient à traiter.
Et bien entendu, PubMed, parce qu'il faut suivre la littérature en sachant que, bien entendu, là, actuellement, l'engouement est sur les implants, les micro-implants. Mais ces micro-implants, bien entendu, à partir du moment où on baisse la pression de façon importante sur ces malades, qui sont des malades tout de même très particuliers, bien entendu, le risque d'hypotonie est présent. Et qui dit d'hypotonie, qui dit hypotonie, dit complications importantes et souvent répercussions sur l'acuité visuelle. Je vous remercie.